de vous présenter. Donc, nous avons notre matinale d'aujourd'hui sur un thème qui est vraiment d'actualité et très intéressant, qui porte sur l'environnement avec une question à laquelle nous allons essayer de répondre grâce à l'intervention de Laure Singla, une histoire de spécialiste. Alors, Laure, j'ai regardé votre CV de près et j'ai vu qu'il était extrêmement riche et nourri puisque vous êtes docteur en droit de l'environnement. Vous êtes prestataire de formation environnementale complexe. Alors, vous nous expliquerez ce que c'est que l'environnement complexe. Vous faites la formation auprès des futurs magistrats, auprès d'un certain nombre de médiateurs, et vous êtes aussi expert auprès de la Cour administrative de Montpellier et de la Cour administrative d'appel de Toulouse. Non, Vous cours avez d'appel. fondé un cabinet qui s'appelle Juris Eco Conseil et qui se présente comme un bureau d'investigation, d'expertise, d'ingénierie, d'études et de missions diverses et médiation. Et la première phase sur laquelle on tombe quand on va sur votre site, c'est une autre vision du territoire. Donc, c'est tout un programme. Vous êtes aussi la présidente du Cercle des médiateurs environnementaux et administratifs. Et enfin, qui peut plus le moins, j'ai vu que vous étiez aussi officier de réserve citoyenne dans l'armée de l'air. Donc, dans les temps qui courent, c'est une qualité aussi extrêmement importante. J'ai parlé avec vous et vous m'avez expliqué, et ça m'a beaucoup intéressé parce que on fait comme en médiation, on va dans l'histoire des médias, que vous aviez été juriste stagiaire à Air Inter lorsque vous étiez à la fin de vos études et que vous aviez été sensibilisé à cette époque sur les questions d'environnement et de pollution. Parce que déjà, du temps de Air Inter qui a disparu, on en parlait. Et puis que dans le cadre de votre vie personnelle, vous êtes parti 10 ans en Amérique centrale et que c'est là où vous avez vraiment pris conscience des gros problèmes qui se posaient en matière de pollution, de manque d'eau, qui est un problème auquel tous les pays vont être confrontés dans l'avenir, c'est ce que nous disent les spécialistes. Et donc, on est très impatient de vous écouter, sachant que vous avez aussi commis un article vraiment très intéressant avec tout l'historique de la médiation dans le domaine de l'environnement qui s'appelle Plaidoyer pour l'expertise médiation devant le juge administratif et qui a été publié sur Village de la Justice en mai 2024. Donc voilà, Laure, ce que j'ai compris de vous. Et maintenant, on est à votre écoute pour que vous nous expliquiez un petit peu l'historique de vos activités et puis vos retours d'expérience dans ce domaine. Alors, merci Catherine pour ce beau retour. Quand vous m'avez posé la question de savoir comment on allait traiter rapidement ce sujet, nous sommes tombés d'accord sur ce sujet qui est d'actualité, effectivement, une histoire de spécialiste, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais pour être condensé, je vais tenter de l'être ce matin. Je resterai à la disposition de tous après l'intervention, bien entendu. Vous allez voir que la médiation dans le domaine de l'environnement, c'est quelque chose de particulier pour lequel, effectivement, qu'on soit d'accord ou pas, il va falloir avoir un certain nombre d'acquis, tout au moins au départ, et de compétences, et que la posture traditionnelle qu'on nous apprend en médiation, bien entendu, est la bienvenue, mais qu'il faut aller au-delà de cette posture. Alors, si vous voulez bien, on va commencer pour que je ne mette pas en retard le processus. Est-ce que ça vous convient, Catherine? Tout à fait, allez-y. Nous vous écoutons. Alors, je me suis posé la question quand nous avons échangé sur cette formation de savoir ce que la majorité des gens, médiateurs ou pas, entendent par la médiation environnementale et notamment au XXIe siècle. Qu'est-ce que c'est que la médiation environnementale? Alors, vous le savez, aussi bien et aussi loin qu'on se retourne dans le passé, les traces de l'histoire nous ont rappelé que les relations, que nous soyons en intra ou en interculturel, ont toujours été au cœur de problématiques de désaccords, de différends, plus d'opposition et de conflits. Donc, vous le savez, la médiation est un processus qui est très ancien, qui est inspiré de la Grèce antique. Et également, lorsqu'on voyage à travers la planète, on se rend compte que c'est un outil extrêmement ancien qui a été utilisé dans la pratique autochtone à travers les 5 continents et que si on le regarde bien avec beaucoup d'humilité, on a toujours tenté de trouver des solutions à un conflit qui nous opposait à un tiers. Ce qu'on appelle aujourd'hui, depuis un siècle, les modes alternatifs de résolution, qui se sont déclinés sur chaque continent sous des acronymes que vous connaissez, les MARD, les MAR, les MARC,
reste finalement l'héritage de ces 20 siècles de pratique. Et c'est la même chose en matière environnementale. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend par la médiation dans le domaine de l'environnement ou la médiation environnementale? Mais c'est un processus complexe qui va se mettre en place entre personnes morales ou physiques, de droit privé comme de droit public, et qui va porter sur plusieurs points, sur la prévention, la gestion, la réparation des dommages causés à l'environnement et à l'homme. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va concerner les atteintes au milieu physique. Quand on parle de milieu physique, c'est eau, air, sol, sous-sol. Quand on parle de l'eau, c'est tout ce qui est milieu maritime, mais également le milieu terrestre, les lacs, les rivières, les cours d'eau. Tout ce qui est sol et sous-sol, ça va concerner le foncier et le non-foncier et la qualité du sous-sol. Tout ce qui est espace et espèces protégées, c'est tout ce qui se trouve en littoral, côté montagnard, les parcs, les réserves, les sites, les paysages, la biodiversité. Ça concerne les atteintes. Ensuite, tout ce qui est prévention. On parle de prévention dans le domaine technique, notamment dans la notion des risques de pollution et de nuisance. Donc là, on va être plutôt dans le domaine de l'industrie, de tout ce qui est ICPE, et on va le voir, installation classée protection de l'environnement, ICPE. Tout ce qui est santé environnementale, un secteur ERP, un ERP, établissement reçoit du public, donc c'est extrêmement large, c'est la santé environnementale dès l'école jusqu'à l'âge adulte dans tous les établissements qui reçoivent du public, banques, bâtiments publics, mais également tout ce qui est transport, transport terrestre, transport maritime, transport aérien, et tout ce qui est du domaine du travail. La sécurité environnementale et la santé environnementale sont liées aujourd'hui. C'est également tout ce qui est du domaine de l'énergie. Et vous le savez, depuis quelques années, et depuis l'histoire de la guerre en Ukraine, avec la montée de l'accès à l'énergie, de la tarification, la problématique des énergies pose une thématique environnementale nouvelle en termes de gestion, d'usage, de tarification et d'utilisation du foncier à l'heure actuelle avec le nouveau cadre réglementaire qui s'est mis en place depuis un an. Et ensuite, beaucoup plus généralement, c'est tous les différents liés en termes de consommation en matière environnementale. Alors, je ne suis pas médiateur de la consommation, mais j'ai formé certains confrères à la médiation de la consommation dans le domaine de l'environnement pour tout ce qui était contrat de fourniture en matière environnementale. Ça veut dire quoi? C'est tout ce qui concerne le petit éolien, le petit photovoltaïque, si un jour vous voulez mettre du photovoltaïque chez vous. Tout ce qui est lié également à la fourniture de la vie courante ayant vocation environnementale. Donc, ça va concerner tout le secteur du bâtiment, de l'immobilier, pour la création de maisons qui sont dites passives, d'appartements qui sont dits passifs. Donc, c'est un domaine extrêmement large. Et ensuite, ça concerne tout le domaine des contrats de fourniture liés au transport. Que vous achetiez une trottinette électrique ou plus généralement un véhicule électrique, c'est un contrat avec lequel vous allez avoir une difficulté avec non pas le constructeur, mais peut-être le vendeur. Et là, nous serons aux portes de la médiation de la consommation. Donc, c'est un domaine extrêmement large. Est-ce que le processus de la médiation est un processus récent? On aurait tendance à vous dire oui, parce que c'est moderne. Or, malheureusement, ça ne l'est pas. Il y a toujours eu des problématiques liées à la gestion des ressources naturelles. Et la plus ancienne des médiations de l'environnement a été une médiation liée aux difficultés, comme le disait Catherine en liminaire, liées à la gestion de l'eau. Et le plus ancien des cas que nous avons trouvé de médiation de l'environnement, c'est la guerre entre les cités mésopotamiennes de Lashka et Douma au IIe siècle avant Jésus-Christ, qui se sont disputés un territoire qui se trouvait au bord d'une rivière. Et à l'époque, le choix du médiateur s'est porté sur le roi qui régnait à ce moment-là sur la basse Mésopotamie, qui était le roi de Kish. Et aujourd'hui, avec notre regard moderne, on dirait plutôt que ça n'était pas un médiateur, mais un arbitre environnemental, parce qu'il a tranché en faveur de la cité de Lashka. Ça n'a pas plu à la cité d'Ouma. Ils sont partis en guerre pendant des années. Finalement, c'est la cité de Lashka qui a gagné. L'accès à l'eau a été donné avec la souveraineté du territoire qui va avec. Et ça a été célébré dans un monument qu'on peut admirer au musée du Louvre qui s'appelle la Stèle des Vautours.
Donc, si vous voulez, la médiation environnementale, elle a été systématisée autour des pays du pourtour méditerranéen, puis dans les pays du nord de l'Europe, pour d'abord les conflits liés à l'accès à l'eau, puisque celui qui possédait l'eau possédait la vie et donc avait un pouvoir quasi mystique, quasi divin sur le territoire. Donc, dès l'Antiquité, les hommes ont compris le pouvoir extraordinaire que avait l'appartenance à la ressource naturelle et les atouts en matière de développement économique. Et c'était un catalyseur pour les conquêtes et la souveraineté qui va avec. Donc, de l'Antiquité jusqu'au XVIIe siècle, l'histoire nous démontre que l'outil de la médiation dans le domaine de l'environnement a beaucoup servi dans le domaine de la liée protection des ressources naturelles et les conflits armés liés et les notions d'ingérence liées à cet accès à la ressource naturelle. Et l'outil était, et vous le savez, jusqu'à la Révolution française, sur l'Europe, mais même à travers les pratiques qu'on peut observer à travers la planète, l'outil était réservé aux hommes lettrés et aux hommes de pouvoir, pas aux femmes. À partir du XVIIe siècle, les pays du nord de l'Europe ont commencé à montrer l'exemple d'une médiation de l'environnement dans son aspect plus moderne. Alors, on retrouve l'utilisation de cet outil de la médiation sur le plan diplomatique avec les premiers écrits d'un diplomate hollandais qui s'appelle Abraham de Viquefort, que je cite souvent, parce qu'il a un livre que je vous invite à lire, qui est à la bibliothèque de France à Paris, qui s'appelle L'ambassadeur et ses fonctions. Et dans le chapitre 1, il est consacré à la médiation et des ambassadeurs médiateurs, notamment pour les problématiques d'usage et d'accès à des cours d'eau. Donc, ce diplomate s'est beaucoup servi de l'outil de la médiation dans la problématique des gestions des fleuves, notamment sur celui du Danube. Au Danemark, on retrouve l'outil de la médiation dans l'ancêtre des codes civils qui s'appelle le Danske Lov de 1683, où effectivement on utilise l'outil de la médiation dans toutes les problématiques liées à l'accès aux terres, aux ressources d'eau, puisque dans le nord de l'Europe, la ressource en eau se faisait difficilement, notamment en secteur hiver. Et l'outil n'était réservé qu'aux chefs de tribu, aux sages, dans le Danskalov. Elle s'est après développée pour les femmes, mais ça a été beaucoup plus tard. Au XIXe siècle, la médiation environnementale, elle prend l'ampleur de l'aspect moderne qu'on voit aujourd'hui. Ça a été lié notamment dans les campagnes anglaises à l'urbanisation des campagnes, à l'industrialisation, le commencement de l'industrialisation, le changement des paysages avec l'abattage des forêts et toutes les problématiques liées à cette marche en avant vers la dite modernité. Au XXe siècle, la première médiation moderne de l'environnement n'est pas européenne. On va la retrouver chez nos amis américains en 1973, donc elle a plus de 50 ans. Ça a été une médiation qui s'est programmée et qui s'est déclenchée suite à un tollé levé par les tribus, la tribu Squamish, pour un projet de barrage sur la rivière qui portait le même nom que la tribu indienne. Et cette médiation s'est déroulée dans l'État de Washington avec l'appui de fondations qui ont vu un grand intérêt, notamment médiatique à l'époque, de développer cet accès à l'outil de la médiation qui était connu aux États-Unis, mais pas autant développé, et l'impact que ça pouvait avoir en termes sociétal. On va y venir. Changement de mentalité. L'argent ne fait pas tout au pays de l'argent. Donc, les fondations Ford et Rockefeller ont joué un grand rôle dès le départ pour montrer une autre vision que pouvait avoir, grâce à la médiation, un projet d'envergure sur un territoire donné et le combat que pouvaient mener des personnes qui étaient réunies par une seule vision tribale, qui pouvaient être entendues par des fondations qui avaient un pouvoir et qui, malgré le pouvoir, ont entendu les tribus et ont donné d'ailleurs raison. Et le barrage n'a jamais vu le jour. Donc ça a été la première affaire qui a eu un grand retentissement aux États-Unis. La deuxième que vous connaissez peut-être, c'est l'affaire Pacific Gas et Electric Company qui a inspiré le film Erin Brockovich, le film qui a été oscarisé avec Julia Roberts. Problématique de pollution de l'eau potable par rejet toxique contenant ce qu'on appelle du chrome hexavalent, c'est-à-dire du chrome 6, qui est issu des eaux de refroidissement d'usine.
qu'on peut retrouver notamment en Europe, hein. La problématique n'est pas forcément américaine. Et l'outil de la médiation a été utilisé au départ, parallèlement à la négociation, et les parties demanderesses qui étaient portées par un avocat ont obtenu gain de cause avant d'aller au procès grâce à l'outil de la médiation. Entre autres. Bon, et après, il a été un petit peu vulgarisé dans le film, mais le fondement est parti sur un processus de médiation environnementale. À partir des années 80, donc il y a une quarantaine d'années, la médiation environnementale a commencé à être présente au Canada, en Australie, au Japon, en Autriche, dans les Pays-Bas. Les premiers symposiums que nous avons eus en Europe sur la médiation, et notamment sur les prémices de la médiation environnementale, ont vu le jour il y a 25 ans environ, en 2001. Et aujourd'hui, si on regarde la médiation environnementale, on se rend compte qu'elle a un statut officiel à l'étranger, dans des programmes de certification de haut prestige, dans des écoles comme Harvard, pas en France. Au Canada, province du Québec, le Bureau d'audience publique de l'environnement, qu'on appelle vulgairement le BAP, l'a désormais introduit comme un préalable au débat public pour pallier à l'inefficacité de la délibération et des faibles contributions au processus de décision. Ça a été une réflexion qui a été portée par le ministère de la Justice pour la France. Pour l'instant, nous ne l'avons pas. Je ne sais pas si un jour nous ne l'aurons pas. En Europe, nous, notamment pour la France, nous disposons depuis 2019, donc les lois sont récentes, de tribunaux désignés par décret qui peuvent être concernés sur des actions, notamment sur le préjudice écologique et la réparation des dommages, qui peuvent être causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial. Depuis 2020, des cours d'appel disposent d'un pôle environnement qui peut intervenir en matière pénale et civile pour les atteintes d'ordre environnemental. Donc vous voyez que l'outil de la médiation, et on va le voir, il est au cœur de tous les enjeux au XXIe siècle qui vont être liés au rapport de force par rapport à l'accès aux ressources naturelles qu'on sait aujourd'hui, nous, Européens, qui ne sont pas inépuisables. On l'a pensé très longtemps, mais les pratiques autochtones nous ont vite démenti cette position. Les problématiques d'énergie nous font humblement revenir à l'essentiel. Les problématiques de pollution, de responsabilité et de réparation aussi. Et donc, je suis porteur du mouvement de dire que la médiation environnementale est un instrument au service du basculement de la société, de la gouvernance de la paix et d'un changement sociétal qui va être profond et qui est en cours, qui est justement, tranquillement et en cours. Alors, pour répondre au sujet de Catherine et de dire est-ce que la médiation de l'environnement, finalement, est-ce que c'est complexe, est-ce que c'est réservé à des spécialistes? Eh bien, malheureusement, c'est la pratique qui va répondre. On observe qu'elle est complexe parce que d'abord, elle va porter sur des notions techniques particulières qu'on ne retrouve pas dans d'autres médiations. Elle va reposer sur ce qu'on appelle l'applicabilité technique des normes environnementales et les notions complexes qu'on va retrouver dans le domaine de l'environnement, que ce soit les mesures ERC, mesures éviter, réduire, compenser, qu'on retrouve dans tous les projets aujourd'hui d'envergure environnementale, c'est obligatoire, qu'on retrouve dans le domaine industriel lorsqu'on travaille sur les installations classées protection de l'environnement, sur les ISO, sur tout ce qui est pollution. Voilà, ce sont des termes que si vous ne connaissez pas au départ cette terminologie, ça va poser problème en tant que médiateur environnemental. Tout au moins, si vous vous définissez comme un médiateur environnemental, il faut au moins que vous ayez accès à la terminologie, que vous connaissiez la terminologie dans ce qu'on appelle l'environnement opérationnel. Elle est complexe également parce qu'elle repose sur une notion que vous n'avez pas forcément l'habitude d'entendre, qui s'appelle la notion d'intérêt général environnemental, qui a été reconnue par la jurisprudence et qui est codifiée, hein, qui s'applique désormais en milieu urbain, en milieu aquatique, en milieu piscicole, en milieu montagnard, en milieu littoral. Aujourd'hui, pour tout ce qui est problématique avec ce qu'on appelle la jurisprudence du XXIe siècle liée à la problématique du réchauffement climatique, c'est tout ce qui est atmosphérique. Donc, les priorités nationales ont changé, ou tout au moins la priorité nationale aujourd'hui, elle a renforcé cette notion d'intérêt général, notamment depuis les problématiques liées au réchauffement climatique et les accords de Paris. Elle fait également appel pour une notion complexe qu'on entend
parler, mais dont on ne sait pas forcément l'origine, c'est le droit aux générations futures, qui n'est pas européen. C'est une notion qui existe et qui a été développée par le Japon en 1949 et qui est inscrite dans la Constitution japonaise au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc, elle est complexe déjà sur ces notions-là. D'autre part, elle est complexe parce qu'elle porte sur des enjeux transversaux qui ne sont pas forcément toujours présents dans les médiations dites classiques. Pourquoi? Parce qu'elle va porter à la fois sur une complexité technique, surtout quand vous avez des industriels autour de la table en médiation, mais elle va également porter sur l'accès et à la question de ce qu'on appelle les res communes, c'est-à-dire les biens communs, qui ont souvent une ampleur sociétale. Donc les parties vont souvent évoquer en médiation l'accès, les atteintes à Dame Nature, sans savoir véritablement si Dame Nature est un sujet de droit ou pas. Donc c'est au médiateur environnemental, en fonction du lieu où il se trouve, de ramener les passions à la raison. On y reviendra. Quand vous avez des médiations environnementales internationales, il y a des pays où effectivement la nature est un sujet de droit parce qu'elle a une personnalité juridique, notamment dans les pays latino-américains. Ce n'est pas le cas de l'Europe, mais pour la France, par exemple, si on développe la médiation environnementale sur le territoire français, la France a conféré, notamment notre droit civil, a conféré à la nature un statut de chose qui est consommable. Mais il a sorti ce statut, notamment avec les espèces vivantes, hein, d'un usage dit normal de la chose. C'est-à-dire que tout usage anormal pourrait être générateur d'une atteinte et donc pourrait se retrouver dans le cadre au cœur d'une discussion, dans le cadre d'un échange en médiation environnementale. Ça, c'est la première complexité liée aux enjeux transversaux. La deuxième, c'est que le terme environnement est un terme caméléon qui est utilisé et qui est issu d'abord du milieu scientifique parce qu'il a une définition. C'est un ensemble de données d'équilibre de force conditionnant la vie d'un groupe biologique. Il a aussi une définition technique. C'est une zone abiotique et biotique qui est tampon d'un milieu humain. Et il a une définition juridique sur le plan international grâce à la Convention de Lugano de 1993 qui indique que ça comprend les ressources naturelles, biotiques, abiotiques, telles que l'air, l'eau, le sol, la faune, la flore et l'interaction entre les différents facteurs. En France, le terme environnement n'est pas inclus dans le Code de l'environnement en 2025. Pour autant, c'est un terme qu'on utilise et c'est pour ça qu'on ne parle pas de médiation de l'écologie, de médiation de la nature, de médiation de la biodiversité, parce que le terme de médiation de l'environnement est beaucoup plus large que le terme de médiation de l'écologie ou médiation écologique, parce que ce terme est au départ un terme scientifique. L'écologie, c'est une science, ce n'est pas un mouvement politique, ça l'a été après. Au départ, l'écologie, un ingénieur écologue, c'est un scientifique qui va avoir pour objet d'étudier les relations entre les êtres vivants. Donc, on a préféré donner le terme environnement qui englobe ce terme d'écologie. Il va également au-delà du terme nature. On aurait pu dire la médiation de la nature et pas la médiation de l'environnement. Or, la médiation de la nature, c'est un concept fondamental du droit de l'environnement. Mais c'est une notion métaphysique, ce n'est pas une notion juridique. Ce n'est pas une notion non plus scientifique. Il n'y a pas de définition scientifique de la nature. Il y en a une sur l'écologie, et il y en a une également, après on va le voir, sur la biodiversité. On aurait pu appeler la médiation de la biodiversité. Oui, mais la biodiversité, elle est définie désormais par la loi du 8 août 2016. Elle a une définition dans le Code de l'environnement, à l'article L110-1 du Code de l'environnement, et elle englobe une partie de l'environnement. Donc l'environnement, il va chapeauter à la fois l'écologie, la nature et la biodiversité. C'est pour ça qu'on l'a appelée médiation de l'environnement. Elle est complexe, enfin, par la nature même de son processus. Pourquoi? Parce que le processus, il peut être multiple, il peut être institutionnel, conventionnel, judiciaire. Le déclenchement, il peut être initié soit par les parties, soit par le juge, au national comme à l'international. Le contentieux, on l'a vu, il peut tomber en médiation sur la prévention, la gestion, la réparation, les atteintes aux ressources. La nature transversale, on peut tomber sur une problématique qui est purement nationale, régionale ou locale, ou transnationale si on est aux abords d'une médiation en Alsace, par exemple, et sur une problématique de pollution de l'eau qui va automatiquement toucher notre pays voisin qui est l'Allemagne ou la Suisse ou
Voilà, donc ça peut être national, ça peut être transnational, ça peut être sociétal. C'est souvent sociétal, c'est pas forcément lié à un intérêt individuel ou au départ, s'il y a une atteinte à sa propriété à cause d'une pollution, plus largement, ça va être un collectif qui va porter des questions plus larges sur la problématique de la pollution. Et elle est complexe également par la nature complexe des parties qui vont y participer, parce qu'il va falloir ceinturer le nombre d'accès à la médiation environnementale. Il peut y avoir des personnes morales de droit privé, des personnes physiques, des personnes morales de droit public. Il peut y avoir des personnes physiques professionnelles, des personnes physiques profanes, des familles, des, 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 des couples, des parents. Il peut y avoir plus généralement des associations. Il peut y avoir l'État. Et on verra qu'il y a plusieurs formes de médiation de l'environnement. Alors, est-ce que la médiation doit faire appel à des médiateurs spécialisés? Ça, c'est une très bonne question. Je vous dirais que ça dépend le pays dans lequel vous vous trouvez, la culture à laquelle vous allez adhérer. Si on regarde un petit peu, si on fait le tour, en Allemagne, on va demander des experts. On va demander soit des experts de justice, soit des juristes, donc des avocats, soit des ingénieurs. En Autriche, on va demander uniquement des experts. Au Danemark, les experts de justice siègent directement auprès des magistrats pour toutes les problématiques d'environnement, parce qu'ils veulent avoir un avis technique. Dans les pays du sud de l'Europe, il n'y a pas de vivier encore véritable de médiateurs dits environnementaux et listés auprès des cours d'appel notamment ou des cours administratifs d'appel. Aux États-Unis, la médiation environnementale est devenue une institution depuis ces deux affaires que je vous ai citées avec Pacific Gaz. Et aujourd'hui, vous avez des médiateurs environnementaux par État qui sont spécialisés pour tout ce qui est problématique d'atteinte. Donc, ce sont les industriels qui viennent voir les médiateurs et qui les saisissent au préalable pour trouver un protocole d'accord ceinturé et complètement confidentiel. Donc, les États-Unis ont cette culture que nous commençons à peine à avoir, nous. En France, eh bien, c'est la médiation environnementale. Le médiateur environnemental, il va devoir répondre à des garanties qui sont imposées dans le Code national du médiateur, mais surtout dans les codes de procédure civile, le Code civil, le Code de justice administrative. Alors, je vous les ai listés parce que ce sont des garanties que vous pourrez retrouver. Dans le Code de justice administrative, vous avez la garantie de compétence qui n'est pas dans le Code de procédure civile. Donc, un médiateur environnemental administratif doit garantir sa compétence. L'indépendance, ça c'est commun au code, et notamment c'est listé dans le code de procédure civile. L'impartialité et la diligence, donc ça c'est listé à la fois dans le code de justice administrative et dans le code de procédure civile. La confidentialité, ça vous le connaissez, c'est listé dans les deux codes. L'honorabilité et la probité, donc l'honorabilité et la probité, ça a été repris par la charte du Conseil d'État du 13 décembre 2017 sur la médiation administrative, et le médiateur environnemental administratif est soumis à cette honorabilité, à cette probité, mais elle est inclue également pour les médiateurs de justice. Le désintéressement, ça c'est très intéressant parce que c'est une garantie, notamment, et vous le comprendrez quand le médiateur rentre dans des projets de grande envergure, et nous le verrons avec l'autoroute A69 dont vous avez entendu parler dernièrement. Le désintéressement, c'est une obligation qui est imposée dans la charte du Conseil d'État du 13 décembre 2017, qui n'a pas été reprise dans le Code de justice administrative, mais que les médiateurs environnementaux administratifs sont tenus de respecter, ce qui n'est pas le cas devant une juridiction judiciaire. Pour autant, ça peut faire l'objet d'un échange. Et la garantie de l'information et du consensualisme, bien entendu, ça s'est repris par les codes. Donc le législateur en France, nous avons une spécificité parce que nous avons complexifié encore le système avec la création d'un expert en médiation, dont moi je le suis, dans la rubrique environnement, rubrique dite I12, quand il y a eu la refonte de la liste nationale des experts, a été créée cette rubrique environnement. Et cet expert doit répondre à la fois à toutes les garanties que je viens de vous lister, plus à celles qui sont incluses dans le code de déontologie du CNCEJ. Sachant que cette typologie d'expertise, elle est différente qu'on se trouve devant une juridiction judiciaire ou une juridiction administrative. Pourquoi? Parce que vous avez un article dans le Code de justice administrative, qui est l'article R621-1, qui propose cet expert médiateur, qui ne peut pas être proposé
devant une juridiction judiciaire parce qu'il vient en contradiction avec l'article 240 du Code de procédure civile qui interdit fortement cet accès à l'expertise en médiation de l'expert qui a été mandaté pour une expertise judiciaire. Donc, on revient à cette notion de complexité, le déclenchement et les médiateurs spécialisés. Est-ce que véritablement la médiation environnementale se déclenche de façon complexe et est-ce qu'elle reste liée à la désignation de médiateurs spécialisés? Là aussi, c'est la pratique qui va revenir. À l'international, vous avez l'article 33 de la Charte des Nations Unies qui vous indique que la médiation fait partie des solutions pacifiques des différends entre États. Donc, techniquement, aujourd'hui, en 2025, une médiation environnementale internationale peut se déclencher soit à l'amiable par une des deux parties, soit par les deux, soit devant une juridiction internationale, notamment la Cour internationale de justice. Et à l'heure présente, il n'y a pas encore une liste consultable en ligne, une liste internationale de médiateurs environnementaux pour la Cour internationale de justice. Pour autant, il commence à y réfléchir. Au national, pour chez nous, nous avons une spécificité française, sinon nous ne sommes pas français. Le déclenchement peut se faire de différentes façons. À l'amiable, vous le savez, soit par une des parties, soit par les deux, soit devant le juge, à titre juridictionnel. Et la France connaît une particularité par rapport à ses amis européens, c'est que l'initiative, elle est partagée. Et pas de la même façon. Devant les juridictions judiciaires, l'initiation, vous le savez, l'initiative, elle appartient au magistrat, mais les parties peuvent la proposer. Devant les juridictions administratives, avec les réformes du Code de justice administrative et l'introduction avec le décret JAD du 2 novembre 2016 et la loi du 18 novembre 2016 sur la justice du XXIe siècle, l'initiative, elle appartient à la fois aux parties et à la fois au juge. Donc, le profil du médiateur qui va être choisi pour une problématique environnementale, il va être scruté. Scruté parce que, comme vous l'avez vu, le médiateur doit répondre à des garanties, et notamment de compétences devant un magistrat administratif. Donc, quand une préfecture, par exemple, accepte une médiation environnementale, elle va demander à ce que soit désigné un médiateur qui connaît la complexité environnementale et qui connaît notamment la complétude administrative. Elle peut se réserver le droit même de refuser le médiateur s'il ne répond pas à cette garantie de compétence. On commence à le voir. Donc, vous avez cette spécificité, vous en avez une autre avec un chevauchement de code sur le cadre amiable. Vous avez le code des relations entre le public et l'administratif qui indique que pour le côté amiable, vous avez un chevauchement avec le code de justice administrative. Aujourd'hui, l'initiative de la médiation, elle peut appartenir dans le cadre d'une médiation administrative environnementale amiable. Elle appartient aux parties. Mais si les parties sont d'accord pour ne pas aller devant le juge et qu'elles ne sont pas d'accord sur la désignation du médiateur, le Code de justice administrative, à la différence du Code de procédure civile, a prévu que les parties peuvent demander à la présidence du tribunal administratif compétent, de la cour administrative d'appel compétente, de désigner un médiateur qui est sur la liste interne des médiateurs du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel pour la problématique qui les enjoint sur le domaine amiable. Ça, c'est quelque chose de très particulier, alors, qui a été prévu, mais pour autant qui ne se développe pas encore. Mais pour autant, les parties à une problématique environnementale conventionnelle peuvent soit désigner elles-mêmes le médiateur, soit faire appel à la juridiction pour le désigner pour elles, toujours dans l'amiable. Et à la fin, elles peuvent choisir ou pas de faire homologuer leur protocole d'accord alors qu'il n'a pas été judiciaire devant le tribunal administratif. C'est une spécificité franco-française. La deuxième spécificité franco-française, c'est qu'on n'est pas obligé de saisir le tribunal pour partir en médiation environnementale conventionnelle. Le Code des relations entre le public et l'administration prévoit depuis 2015 le recours à la médiation dans le domaine de l'environnement dans 3 cadres. Les articles L421-1, donc il peut y avoir une médiation avec l'administration sur toute problématique environnementale. L'article L421-2
Et ensuite, le public codé, le défenseur des droits, où vous pouvez saisir euh, particulier comme entreprise, le défendeur des droits sur une problématique environnementale. Ces 3 typologies de médiation sont gratuites. Dernier point, est-ce que la typologie de la médiation est une médiation environnementale? Est-ce que la typologie de médiation environnementale est une typologie dite complexe? Et là aussi, c'est la pratique qui va répondre, c'est que si la médiation environnementale à l'international peut s'avérer simple, pour la France, elle reste liée à son champ et à ses limites. Alors, vous avez 3 typologies en France de médiation environnementale qui peuvent se déclencher, que ce soit sur le plan civil, que ce soit sur le plan amiable ou juridictionnel. Vous avez d'abord la médiation environnementale dite civile. Elle peut se déclencher à l'amiable ou elle peut se déclencher devant le juge. Et le juge judiciaire, il peut être saisi maintenant sur toute problématique environnementale, notamment avec le préjudice écologique, puisque la loi de 2019, je vous le disais tout à l'heure, lui donne cette possibilité-là. Et que nous avons des pôles environnementaux maintenant qui ont été créés depuis 2020. Alors, quels sont les litiges qui pourraient être, qui peuvent être déclenchés et qui peuvent faire l'objet d'une médiation environnementale devant le juge civil aujourd'hui? C'est tout ce qui concerne le domaine des responsabilités environnementales, tout ce qui est nouveau droit opposable, le droit à l'environnement sain, le droit à l'eau, le droit à l'accès à l'énergie. C'est toutes les problématiques liées au préjudice de peur et d'angoisse. Ça c'est issu de la jurisprudence d'AZF, l'explosion qui avait eu lieu il y a une vingtaine d'années aux abords de Toulouse, qui a créé ce fameux préjudice d'angoisse, qui s'est développé sur le plan international avec la problématique de Fukushima en 2011. Et là, on va pouvoir parler en médiation environnementale de ce qu'est le préjudice d'angoisse et comment les avocats qui ne sont pas d'accord sur le montant du calcul du préjudice vont pouvoir échanger librement dans le cadre de la médiation. On est sur des problématiques de médiation liées à la reconnaissance du dommage écologique et le calcul du préjudice écologique. Donc là, les avocats vont commencent à demander des médiations là-dessus. De dire, voilà, on est d'accord qu'il y a l'existence d'un dommage écologique, mais on n'est pas d'accord sur le montant de son préjudice. Est-ce qu'on peut en discuter en médiation? Donc là, il faut que le médiateur sache comment ça fonctionne et puisse amener les parties à trouver un accord. Relatif à tout ce qui est réparation civile et qui pourrait être réglé en médiation, vous le savez, la jurisprudence française a reconnu le principe de la réparation dans le domaine des atteintes portées à l'environnement et l'obligation générale de réparation. Donc là aussi, si les parties viennent à s'affronter, elles peuvent demander une médiation qui va porter sur l'évaluation des désordres actuels et futurs pour les générations futures, puisqu'on a vu que c'est une notion qui existe depuis 1949 et qui a été introduite dans la constitution japonaise et qui est aujourd'hui reprise dans les conventions internationales, dont la convention de Lugano. La notion de préjudice et de présence d'un vice caché, est-ce que c'était voulu ou est-ce que c'était non voulu? Calcul des dommages intérêts servant à la réparation de nature contrôlée. Voilà, ça, ce sont des Excusez-moi de vous possibilités. interrompre, il est 9h10, il va falloir que vous concluiez pour qu'on ait encore Je l'accès aux conclus. questions. Je conclus. Vous avez médiation pénale et médiation administrative. Pour être rapide, médiation pénale, elle n'a pas été prévue par le législateur parce que la médiation pénale, elle ne porte exclusivement que sur les atteintes aux personnes dites physiques. C'est l'article 41-1 alinéa 5 du Code de procédure pénale. Pour autant, elle peut être développée parce qu'on a développé en France la transaction pénale environnementale et qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que la transaction pénale, elle a des limites. Notamment, il y a eu des réserves portées sur son caractère peu proportionné par rapport aux amendes qui n'étaient pas dissuasives, en fait, et à la notion de responsabilité qui revient en médiation. C'est-à-dire qu'en médiation, on va appuyer sur la notion de responsabilité, il va y avoir un protocole d'accord qui va porter sur le fait de ne pas recommencer à reproduire l'atteinte. On en reparlera. La médiation administrative, pour terminer là-dessus, la médiation administrative environnementale, elle se développe. Il faut savoir que la médiation, elle a été introduite bien avant la loi de 2016. Elle était déjà présente dans le code de justice administrative depuis 2011, mais elle a cohabité entre 2011 et 2016 avec la conciliation administrative qui pouvait porter sur des problématiques environnementales. Et depuis la loi sur la justice du XXIe siècle, la médiation administrative environnementale,
fait partie de la jurisprudence foisonnante du Conseil d'État et des juridictions administratives parce qu'ils ont eu une prédisposition depuis 30 ans sur la reconnaissance du droit à vivre dans un environnement sain, la protection des milieux endémiques, etc., etc. Donc, je terminerai en vous disant que les conflits que l'on a vus, qui ont eu une portée médiatique très importante depuis ces dernières années, que ce soit Notre-Dame-des-Landes ou aujourd'hui l'autoroute A69, démontrent la nécessaire, et pour moi, hein, c'est une nécessité de recourir à ce qu'on appelle à la médiation environnementale de projet. Donc la médiation environnementale administrative, préventive, ce qu'on appelle qui rentre dans la gestion des risques et la gestion anticipative des différends pour tous les projets publics qui ont un impact sur l'environnement. Voilà, je vous remercie de votre attention et maintenant, j'arrête le partage et je reviens. Alors d'abord, un grand merci.